Les restes verbaux proviennent essentiellement de perceptions auditives, de sorte qu'ainsi il existerait pour le système PCS une origine sensorielle particulière. Quant aux éléments visuels de la représentation de mots, on peut en première analyse les négliger comme secondaires, acquises par la lecture, et de même pour les images motrices du mot qui, sauf chez les sourds-muets, jouent le rôle de signes auxiliaires. Le mot est bien, à proprement parler, le reste mnésique du mot entendu. Gardons-nous d'oublier, pour des raisons de simplification, la signification des restes mnésiques optiques, restes mnésiques des choses, ou de dénier le fait que les processus de pensée peuvent devenir conscients par un retour au reste visuel, et que c'est là, chez beaucoup de personnes, la voie privilégiée. L'étude des rêves et des fantasmes préconscients, d'après les observations de Warendonk, peut nous fournir une représentation des particularités de cette pensée visuelle. On s'aperçoit que, en général, dans ces phénomènes, c'est seulement le matériel concret de la pensée qui devient conscient, mais que pour les relations, qui sont particulièrement caractéristiques de la pensée, il ne peut exister d'expression visuelle. La pensée en image n'est donc qu'un mode très imparfait du devenir conscient. Elle est aussi en quelque façon plus proche des processus inconscients que la pensée en mots, et elle est indubitablement plus ancienne que celle-ci d'un point de vue onto, aussi bien que phylogénétique. Pour en revenir à notre propos, si c'est là la voie par laquelle quelque chose d'inconscient en soi devient préconscient, à la question « Comment rendons-nous préconscient quelque chose de refoulé ?», il faut répondre en mettant en place par le travail analytique ces termes intermédiaires PCS. La conscience reste donc à sa place, mais sans pour autant que l'ICS ne soit en quelque sorte remonté jusqu'au CS. Alors que la relation de la perception externe au moi est tout à fait manifeste, celle qui existe entre la perception interne et le moi nécessite une recherche particulière. À son propos surgit une nouvelle fois ce doute: a-t-on véritablement raison de rapporter toute la conscience au seul système superficiel PCCS ? La perception interne fournit des sensations de processus provenant des couches les plus diverses et certainement aussi les plus profondes de l'appareil psychique. Elles sont mal connues et leur meilleur exemple est encore celui des sensations de la série plaisir-déplaisir. Elles sont plus originaires, plus élémentaires que celles qui proviennent de l'extérieur, et elles peuvent encore se produire dans des états où la conscience est obscurcie. Sur leur plus grande importance économique et sur le fondement métapsychologique de ce fait, je me suis expliqué autre part. Ces sensations sont multiloculaires comme les perceptions externes. Elles peuvent venir simultanément de différents endroits et ainsi avoir des qualités différentes et même opposées. Les sensations qui ont le caractère du plaisir n'ont en soi rien qui pousse de façon pressante, tandis que les sensations de déplaisir ont ce caractère au plus haut degré. Ces dernières poussent au changement, à la décharge, et c'est la raison pour laquelle nous interprétons le déplaisir comme une élévation et le plaisir comme un abaissement de l'investissement d'énergie. Nommons ce qui devient conscient comme plaisir et déplaisir une autre chose dans l'écoulement des processus psychiques, autre d'un point de vue et quantitatif et qualitatif. La question est alors de savoir si cette autre chose peut devenir conscient sur place ou s'il doit nécessairement être transmis jusqu'au système PC. L'expérience clinique décide pour la seconde réponse. Elle nous montre que cette autre chose se comporte comme une motion refoulée. Il peut déployer des forces poussantes sans que le moi ne s'aperçoive de la compulsion qu'il subit. C'est seulement la résistance contre la compulsion, la suspension de la réaction de décharge, qui rend aussitôt cette autre chose consciente sous forme de déplaisir. Tout aussi bien que les tensions des besoins, la douleur peut aussi rester inconsciente. Cette douleur qui tient le milieu entre perception externe et interne, se comportant comme une perception interne, alors même qu'elle provient du monde extérieur. Il reste donc exact que sensations et sentiments, eux aussi, ne deviennent conscients qu'en atteignant le système PC. Si la transmission est bloquée, ils ne se réalisent pas sous forme de sensations, bien que l'autre chose qui leur correspond demeure le même dans l'écoulement de l'excitation. D'une manière abrégée, qui n'est pas tout à fait correcte, nous parlons alors de sensations inconscientes, en maintenant l'analogie qui n'est pas tout à fait justifiée avec les représentations inconscientes. La différence est en effet qu'en ce qui concerne la représentation ICS, il faut d'abord créer des termes intermédiaires pour l'amener au CS, tandis que ce n'est pas le cas pour les sensations qui se transmettent directement. En d'autres termes,
La distinction entre CS et PCS n'a aucun sens en ce qui concerne les sensations. Le PCS ici fait défaut. Les sensations sont ou bien conscientes ou bien inconscientes. Même lorsqu'elles sont liées à des représentations de mots, ce n'est pas à celles-ci qu'elles doivent devenir conscientes. Elles le deviennent directement. Le rôle des représentations de mots devient maintenant tout à fait clair. Par leur intermédiaire, les processus de pensée interne sont transformés en perception. Il s'agit, dirait-on, de démontrer cette proposition. Toute connaissance provient de la perception externe, par un surinvestissement de la pensée. Les pensées sont perçues effectivement comme venant de l'extérieur, et de ce fait sont tenues pour vraies. Après avoir ainsi éclairci les relations entre les perceptions externes et internes et le système superficiel PCCS, nous pouvons nous mettre à achever l'édification de notre représentation du moi. Nous le voyons partir du système PC comme de son noyau et englober d'abord le PCS qui s'étaye sur les restes mnésiques, mais le moi est aussi, nous l'avons appris, inconscient. Ici, je pense que nous aurons grand intérêt à suivre les indications d'un auteur qui affirme en vain, pour des motifs personnels, qu'il n'a rien à faire avec les hautes sphères de la science rigoureuse. Je veux parler de Grodek, qui ne cesse d'insister sur le fait que ce que nous appelons notre moi se comporte dans la vie de façon essentiellement passive, et que selon son expression, nous sommes vécus par des forces inconnues et impossibles à maîtriser. Nous avons tous éprouvé de telles impressions, même si elles ne nous ont pas dominés au point d'exclure toutes les autres, et nous n'hésitons pas à assigner au vu de Grodek leur place dans le corps de la science. Je propose d'en tenir compte en appelant l'entité qui part du système PC et qui est tout d'abord PCS, le moi, et en nommant à la façon de Grodek l'autre partie du psychisme dans laquelle le moi se continue et qui se comporte comme ICS, le ça. Grodek lui-même a probablement suivi l'exemple de Nietzsche, chez qui cette expression grammaticale est tout à fait courante pour désigner ce qui, dans notre ère, est impersonnel et pour ainsi dire soumis à la nécessité de la nature. Nous verrons bientôt si nous pouvons tirer parti de cette conception pour décrire et comprendre les faits. Un individu, donc, est selon nous un ça psychique, inconnu et inconscient à la surface duquel est posé le moi, qui s'est développé à partir du système PC, comme de son noyau. Si nous cherchons à figurer les choses graphiquement, nous ajouterons que le moi n'enveloppe pas complètement le ça, mais seulement dans les limites où le système PC constitue sa surface, donc à peu près comme le disque germinatif est posé sur l'œuf. Le moi n'est pas nettement séparé du ça, il fusionne avec lui dans sa partie inférieure, mais le refoulé lui aussi se fond avec le ça, il n'est qu'une partie de celui-ci. Le refoulé n'est nettement séparé du moi que par les résistances du refoulement, tandis que par le ça, il peut communiquer avec lui. Nous nous apercevons aussitôt que presque toutes les distinctions que la pathologie nous a amenés à décrire ne se rapportent qu'aux couches superficielles de l'appareil psychique, les seules qui nous soient connues. Nous pourrions esquisser un dessin montrant ces rapports, dessins dont les contours, bien entendu, ne sont là que pour permettre la figuration, sans pouvoir prétendre à une interprétation particulière. Peut-être ajouterons-nous que le moi porte une calotte acoustique, et comme en témoigne l'anatomie du cerveau, d'un seul côté, elle est posée sur lui, pourrait-on dire, de travers. Il est facile de voir que le moi est la partie du ça qui a été modifiée sous l'influence directe du monde extérieur par l'intermédiaire du PCCS, qu'il est en quelque sorte une continuation de la différenciation superficielle. Il s'efforce aussi de mettre en vigueur l'influence du monde extérieur sur le ça et ses desseins, et cherche à mettre le principe de réalité à la place du principe de plaisir qui règne sans limitation dans le ça. La perception joue pour le moi le rôle qui, dans le ça, échoue à la pulsion. Le moi représente ce qu'on peut nommer raison et bon sens, par opposition au ça qui a pour contenu les passions. Tout cela coïncide avec les distinctions populaires bien connues, mais n'est juste que d'une façon moyenne ou idéalement. L'importance fonctionnelle du moi se manifeste en ceci, que normalement il lui revient de commander les accès à la motilité. Il ressemble ainsi dans sa relation avec le ça, au cavalier qui doit réfréner la force supérieure du cheval, avec cette différence que le cavalier s'y emploie avec ses propres forces et le moi, lui, avec des forces d'emprunt. Cette comparaison nous conduit plus loin. De même que le cavalier, s'il ne veut pas se séparer de son cheval, n'a souvent rien d'autre à faire qu'à le conduire où il veut aller.
De même, le moi a coutume de transformer en action la volonté du ça, comme si c'était la sienne propre. Dans l'apparition du moi et dans sa séparation avec le ça, un autre facteur que l'influence du système PC semble encore avoir joué un rôle. Le corps propre est avant tout sa surface, c'est un lieu dont peuvent provenir simultanément des perceptions externes et internes. Il est vu comme un objet étranger, mais en même temps il livre au toucher des sensations de deux sortes, dont l'une peut être assimilée à une perception interne. La physiologie a suffisamment examiné la façon dont le corps propre se découpe dans le monde de la perception. La douleur aussi semble jouer là un rôle, et la manière dont on acquiert dans des affections douloureuses une nouvelle connaissance de ses organes est peut-être exemplaire de la manière dont, d'une façon générale, on arrive à se représenter son propre corps. Le moi est avant tout un moi corporel. Il n'est pas seulement un être de surface, mais il est lui-même la projection d'une surface. Si l'on cherche une analogie anatomique, le mieux est de l'identifier avec l'homoncule cérébral. Les anatomistes qui se trouvent dans le cortex cérébral, la tête en bas et les pieds en haut, regardant vers l'arrière et, on le sait, portant à gauche la zone du langage. Les relations entre le moi et la conscience ont été souvent considérées, mais quelques faits importants doivent être ici décrits à nouveau. Habitués à transporter partout avec nous le point de vue de la valeur sociale ou éthique, nous ne sommes pas surpris d'apprendre que l'activité des basses passions se déroule dans l'inconscient, mais nous nous attendons à ce que les fonctions psychiques aient d'autant plus facilement et sûrement accès à la conscience qu'elles sont situées plus haut dans cette échelle de valeur. Mais ici, l'expérience psychanalytique nous détrompe. Nous avons d'une part la preuve que même un travail intellectuel délicat et difficile et qui exige ordinairement une réflexion soutenue peut aussi être accompli préconsciemment sans parvenir à la conscience. De tels faits sont tout à fait indubitables. Ils se produisent par exemple dans l'état de sommeil et se traduisent par ceci qu'une personne, après avoir cherché en vain pendant la journée la solution d'un problème difficile, mathématique ou autre, la connaît immédiatement à son réveil. Mais une autre constatation est beaucoup plus étrange. Nous apprenons dans nos analyses qu'il y a des personnes chez qui l'autocritique et la conscience morale, donc des fonctions psychiques qu'on place parmi les plus élevées, sont inconscientes et produisent en tant qu'inconscientes les effets les plus importants. Le fait que la résistance reste inconsciente dans l'analyse ne constitue donc en aucune façon une situation unique en son genre, mais une nouvelle expérience, celle qui nous oblige, en dépit de tout notre esprit critique, à parler d'un sentiment de culpabilité inconscient, nous déroute beaucoup plus. Elle fait surgir de nouvelles énigmes, d'autant que nous entrevoyons peu à peu que ce sentiment de culpabilité inconscient joue un rôle économique décisif dans un grand nombre de névroses et oppose à la guérison les plus solides obstacles. Pour en revenir à notre échelle de valeur, nous devrons dire ce n'est pas seulement le plus profond, mais aussi le plus élevé dans le moi qui peut être inconscient. C'est comme si se trouvait aussi démontré ce que nous avons dit précédemment du moi conscient. Il est avant tout un moi corps. Le moi et le surmoi, idéal du moi. Si le moi n'était que la partie du ça modifiée par l'influence du système perceptif, le représentant du monde extérieur réel dans le psychique, la situation serait simple. Mais il s'y ajoute quelque chose d'autre. Nous avons exposé ailleurs les motifs qui nous ont amenés à admettre l'existence d'un niveau dans le moi, une différenciation à l'intérieur du moi qu'il convient de nommer idéal du moi ou surmoi. Ces motifs gardent toute leur valeur. Le point nouveau qui exige l'explication, c'est que cette partie du moi est dans une relation moins étroite avec la conscience. Il nous faut ici aller chercher un peu plus loin. Nous étions parvenus à expliquer l'affection douloureuse de la mélancolie par l'hypothèse que l'objet perdu est réérigé dans le moi, donc qu'un investissement d'objet est relayé par une identification. Mais à ce moment, nous ne reconnaissions pas encore toute la signification de ce processus, et nous ne savions pas combien il est fréquent et typique. Nous avons depuis lors compris qu'une telle substitution a une part importante dans la formation du moi et contribue essentiellement à produire ce qu'on nomme son caractère. Aux toutes premières origines, à la phase orale primitive de l'individu, investissement d'objets et identification ne peuvent guère être distingués l'un de l'autre. Plus tard, on peut seulement admettre que les investissements d'objets partent du ça, qui ressent les tendances érotiques comme des besoins. Le moi, qui au début est encore faible, a connaissance des investissements d'objets. Il y consent ou bien il cherche à s'en défendre par le processus du refoulement. Si l'on vient à abandonner cet objet sexuel ou si on y est contraint, il n'est pas rare qu'un remplacement survienne.
la modification du moi qu'il faut décrire. Ainsi que dans la mélancolie, comme érection de l'objet dans le moi. Nous ne savons pas encore avec précision comment se produit cette substitution. Peut-être le moi, par cette introjection qui est une sorte de régression au mécanisme de la phase orale, facilite-t-il ou rend-il possible l'abandon de l'objet? Peut-être cette identification est-elle d'une façon générale la condition pour que le ça abandonne ses objets. En tout cas, le processus est très fréquent, surtout dans les premières phases du développement, ce qui permet de concevoir que le caractère du moi résulte de la sédimentation des investissements d'objets abandonnés, qu'il contient l'histoire de ces choix d'objets. Naturellement, on doit d'emblée attribuer à la capacité de résistance une échelle qui indique dans quelle mesure le caractère d'une personne se défend contre ces influences provenant de l'histoire des choix d'objets érotiques, ou bien les admet. Chez les femmes qui ont eu de nombreuses expériences amoureuses, on a l'impression de pouvoir facilement retrouver dans leurs traits de caractère les restes de leur investissement d'objets. Il faut aussi tenir compte d'une simultanéité entre investissement d'objets et identification, donc d'une modification de caractère avant que l'objet n'ait été abandonné. Dans ce cas, la modification du caractère pourrait survivre à la relation d'objet et, en un certain sens, la conserver. Selon un autre point de vue, on peut dire que cette transposition d'un choix d'objet érotique en une modification du moi est aussi une voie par laquelle le moi peut maîtriser le ça et approfondir ses relations avec lui, à vrai dire au prix d'une grande docilité à l'égard de ce qui est vécu par le ça. Quand le moi adopte les traits de l'objet, il s'impose pour ainsi dire lui-même au ça comme objet d'amour. Il cherche à remplacer pour lui ce qu'il a perdu en disant « tu peux m'aimer moi aussi, vois comme je ressemble à l'objet ». La transposition de la libido d'objet en libido narcissique qui se produit ici comporte manifestement un abandon des buts sexuels, une désexualisation, donc une espèce de sublimation. Et même une question surgit qui mérite d'être traitée à fond. N'est-ce pas là la voie générale de la sublimation? Toute sublimation ne se produit-elle pas par l'intermédiaire du moi qui commence par transformer la libido d'objet sexuel en libido narcissique pour lui assigner éventuellement ensuite un autre but? Cette transformation ne peut-elle pas avoir comme conséquence d'autres destins pulsionnels, par exemple, entraîner une désunion des différentes pulsions fondues ensemble? Nous y reviendrons plus loin.